Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, c'est l'heure de votre édition, bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir après un séjour en Allemagne et en France. Hier lundi, il a été reçu au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron au centre des échanges, la coopération historique et exemplaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Des journalistes et des tours opérateurs chinois sont arrivés en Côte d'Ivoire pour découvrir le patrimoine culturel et touristique du pays. Et c'est à l'initiative de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme, qui a mis en place des circuits pour séduire touristes et investisseurs. Il aura vécu un peu moins de 24 heures l'accord de Genève qui scellait une candidature commune de l'opposition à RDC. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont retiré leur signature de l'accord. Un accord signé dimanche avec 5 autres leaders désignant Martin Fayoulou comme candidat commun à la présidentielle du 23 décembre. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir après avoir pris part dimanche en France aux côtés de 70 autres chefs d'État et de gouvernement à la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918 et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion. Vous le voyez là en image. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Avant l'étape de la France, le président de la République s'est rendu à Berlin, en Allemagne, où il a participé à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Hier lundi, avant de quitter le sol français, le président Alassane Ouattara et son homologue Emmanuel Macron se sont entretenus au palais de l'Élysée. Une rencontre mise à profit par les deux chefs d'État pour évoquer les relations historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Juste après l'entretien, le président Alassane Ouattara s'est prêté aux questions des journalistes. Le reportage sur place de Jérôme Kofi Aboulin. Une rencontre à l'Élysée ce lundi entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien a été reçu en fin de matinée par le président français pendant environ 40 minutes. Le temps donc d'un échange, mais l'occasion surtout pour le président ivoirien de dire un mot sur l'excellence des relations entre les deux pays et de saluer l'idée de paix soutenue par la commémoration la veille du centenaire de l'armistice 1918. Nous avons été là pour le centenaire, c'était un événement émouvant. J'ai félicité le président Macron pour les dispositions prises, pour son message, pour la paix. Vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix avec notre premier président. La Côte d'Ivoire tient à la paix et par conséquent, cet événement mondial est une preuve encore de l'attachement de la France et aussi bien sûr de la Côte d'Ivoire, à ce que nous continuons d'avoir un monde de paix, un monde en paix. Voilà. Nous avons échangé également sur les questions bilatérales. La Côte d'Ivoire va bien, économiquement, politiquement, sécuritairement et diplomatiquement. Et nous continuerons. Le taux de croissance élevé de plus de 7% depuis 8 ans et je pense dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. La pauvreté baisse, les services sociaux s'améliorent et nous sommes très confiants quant à l'avenir de notre pays. Une occasion également saisie par le président ivoirien pour situer une fois de plus l'opinion sur la transparence des élections tenues récemment en Côte d'Ivoire. Mon rassemblement des Oufouettis a gagné 125 communes sur 200. Il y a quelques communes où il y a eu des difficultés. Ça se passe en France, ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas une crispation. Il y a des personnes qui, quand elles gagnent, tout va bien. Quand elles perdent, rien ne va plus. Et vous savez, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui fonctionnent et elles sont libres de fonctionner en toute indépendance. Je fais confiance aux institutions de mon pays. Pour rappel, cette entrevue avec le président Macron se déroule 24 heures après la cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice à laquelle le président Alassane Ouattara a pris part, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement.
La présence du président ivoirien dans la capitale française se justifie aussi par la tenue du Forum de Paris sur la paix, cette rencontre au cours de laquelle il a été représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, se veut une plateforme de projet, l'objectif étant de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale et de favoriser tout ce qui concourt à faire baisser les tensions internationales. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était à l'hémicycle. Sanson Kambilé était face aux députés de la Commission des affaires sociales et culturelles à qui il a présenté un projet de réforme du statut de notaire. Un projet de loi donc qui présente les nouvelles conditions pour exercer la profession de notaire. Il a été adopté à l'unanimité de l'ensemble des députés présents. Retour à l'Assemblée nationale avec Moussa Konaté. Pour être nommé notaire, tout magistrat doit accomplir un stage pratique d'1 an ou subir avec succès à l'examen professionnel de notaire. Ce sont, entre autres, de nouvelles conditions d'accès à la profession de notaire selon le nouveau projet de loi du statut du notariat. Face aux députés, le ministre de la Justice explique l'intérêt de la réforme du statut de notaire. La profession de notaire était régie depuis l'indépendance par la loi de 69 qui a été modifiée 28 ans après, par une loi de 97. Et après 97, il est apparu nécessaire de procéder à la réactualisation du statut du notariat. J'ai donc été missionné par le président de la République pour présenter ce texte devant la Commission des affaires sociales et culturelles. Adopté donc à l'unanimité, le projet de loi portant statut du notariat met l'accent sur la formation de notaires, sa responsabilité et la cessation de ses fonctions. Les conditions d'accès, il a été très clair, il a expliqué comment désormais on devient notaire. Il n'y a pas que seulement la nomination, et la nomination va se faire sur la base des critères suffisamment objectifs. Et à côté de cela, il y a ce qu'il a appelé l'examen ou le concours. Ça, c'est une bonne chose. Le projet de loi portant statut du notariat adopté ce jour exprime la nécessité d'adapter la profession de notaire à l'évolution de la société et aux obligations internationales de la Côte d'Ivoire. Je vous ramène à Paris, en France, où il s'est ouvert hier au siège de l'UNESCO, le 13e forum de la gouvernance de l'Internet. Une rencontre qui enregistre la participation de nombreux internautes, de décideurs ainsi que de chefs d'entreprise. Parmi eux, le ministre de la Communication, Sidi Tiemoko Touré, conduisant la délégation ivoirienne. Ce forum est un cadre d'échange sur la problématique de l'usage de l'Internet. Internet qui est devenu un moyen de propagande de la violence et aussi de la désinformation. Le président français Emmanuel Macron a invité la coopération des États et surtout une régulation au niveau de l'Internet. Notre reporter Mamadou Kouassi est sur place en France. Son reportage complet ce soir dans le 20h. Maurice Kwakubandama, lui, est à Tokyo, au Japon. Le ministre de la Culture et de la Francophonie y est depuis vendredi pour dynamiser davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La compagnie Kasutri de l'INSAC est également sur place. La mission qui lui est assignée, c'est de présenter les potentialités culturelles ivoiriennes. La troupe s'y attelle donc depuis 3 semaines à l'occasion de la tournée qui a permis à ses membres de passer en revue les rythmes et valeurs de notre pays. Le reportage à Tokyo de notre envoyé spécial Serge Collier. Petite mise en bouche avant de monter sur la scène du Min On Concert Association de Tokyo. La compagnie Kasutri, issue de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, entraîne les quelques 3000 spectateurs nippons dans un voyage culturel. Un parcours au cœur des danses patrimoniales de sa Côte d'Ivoire natale. Le thématé, le masque échassier, la joss, l'abondant ou encore le zaouli sont exécutés au son des tambours et grelots du terroir ivoirien. Environ 2 heures de spectacle ponctuées par des séquences ivoiro-japonaises. Véritable vecteur d'union, la culture permet ainsi le brassage des peuples, le rapprochement entre 2 pays distants d'environ 14 000 km à vol d'oiseau.
Cette tournée artistique de 3 semaines au Japon est marquée par la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, venu renforcer les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dit que la culture est un des piliers du renouveau de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons faire en sorte que, en plus du cacao, en plus du café, la culture ivoirienne soit une matière première. Nous comptons tirer leçon de l'expérience japonaise. Initiatrice de cette tournée, la Mine On Concert Association œuvre pour les échanges internationaux de musique et de spectacles. Elle a été fondée en 1963 par Daisaku Ikeda, président de la Soka Gakkai internationale. Nous songeons fortement que cela ne soit pas une fin, bien sûr que ça soit un début, des échanges qui vont continuer entre les jeunes gens et également que nous, en tant que Japon, nous allons également aussi en Côte d'Ivoire pour véhiculer notre culture. Au programme de cette mission du ministre Maurice Kakumbadama au Japon, plusieurs rencontres en perspective, une collaboration plus riche dans le domaine des arts et de la culture. S'il arrive des fois que notre culture s'exporte, il arrive bien souvent que l'on vienne la découvrir sur place. Une demi-douzaine de journalistes sont arrivés de Chine hier en compagnie de tours opérateurs. Cela en vue de découvrir le patrimoine culturel et touristique de Côte d'Ivoire. C'est à l'initiative de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme, qui a mis en place des circuits présentant tout ce qui peut attirer et séduire les tours opérateurs, les journalistes, les investisseurs et les touristes chinois. Et le pari est réussi. Les Chinois sont émerveillés par les atouts de notre pays. Patricia Omouitia. 6 tours opérateurs et 5 journalistes en provenance de Beijing ont exploré les villes de la Côte d'Ivoire. Les touristes chinois avouent avoir été séduits par la chaleur humaine et la grande richesse culturelle de notre pays, ainsi que par la diversité des paysages. Cette visite découverte, conduite par le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, a duré 10 jours. Au thème de ce TEDx Tour, une rencontre B2B a été organisée avec les professionnels du secteur au siège de l'Office national du tourisme en guise de restitution. Occasion pour les tours opérateurs ivoiriens de proposer des packages. Tous les paquets réserves sont déjà la cible des Chinois, donc il faut les entretenir sur les paquets réserves. Quelle est la particularité de chaque pack et c'est ces questions-là qui sont montrées chez nous. La porte-parole de la délégation chinoise a exprimé sa satisfaction. Avant de venir, nous, Chinois, nous pensions que la Côte d'Ivoire était un pays très pauvre et nous sommes très surpris de voir un pays aussi beau. Et nous avons été impressionnés par Yamoussoukro et sa basilique. Nous avons vu qu'Abidjan est comparable à Manhattan, à New York et San Pedro, un paradis terrestre. Un sentiment que partage le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Il s'est engagé à capter une part du marché asiatique en participant depuis plusieurs années au salon BITE, le salon international du tourisme de Beijing, l'un des plus grands salons de la Chine. Notre culture est une force. Nos paysages sont un ingrédient exceptionnel pour les touristes chinois. Et quand nous faisons ce métier, c'est surtout l'émotion, les sensations nouvelles. C'est ce qui fait la spécificité de notre destination. Nous avons touché le cœur des gens, en leur expliquant comment nous vivons. Au compte des résultats obtenus lors des participations antérieures ces 4 dernières années, il convient de retenir entre autres l'éligibilité du pays auprès des autorités chinoises à l'Approved Destination Status, une distinction qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir accès au marché chinois en le classant sur la liste des destinations pouvant être visitées par les touristes chinois. Vous l'avez vu, la Côte d'Ivoire, c'est un patrimoine culturel et touristique de premier choix, mais c'est aussi un pays où la santé des populations préoccupe les autorités. Pour preuve, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, un projet qui a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles afin de protéger les enfants contre la malnutrition. Lancée hier lundi, cette initiative est une des composantes du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, évalué à 266 milliards de francs CFA. L'un des objectifs de ce projet est donc de réduire le taux de prévalence de la malnutrition chronique, actuellement estimé à plus de 21%. Les détails avec Mahama Traoré.
Faible niveau d'éducation des populations, faible accès à l'eau potable, pauvreté. Des causes qui expliquent la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Ils sont ainsi exposés à des retards de croissance ou encore à des risques de malnutrition aiguë. Pendant que la femme enceinte, que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il va puiser les éléments nutritifs chez sa mère. Je prends la carence en fer. Si la mère est anémiée, l'enfant va puiser que ce qu'il peut avoir comme fer chez sa maman. Et s'il n'en a pas assez, donc l'enfant va sortir anémié. Ou l'enfant peut sortir avec un petit poids de naissance. Nourrir convenablement l'enfant durant ses 1000 premiers jours, soit de 0 à 2 ans, afin d'éviter tout risque de malnutrition. C'est la réponse que propose le gouvernement à travers le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Objectif, réduire le taux de prévalence de la malnutrition chronique estimé à 21,6%, celui de la malnutrition aiguë à 6% et booster les 23,5% de taux d'allaitement maternel exclusif. Les régions du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Centre-Ouest et du Sud-Ouest sont les plus affectées. Par ailleurs, certains indicateurs tels que l'anémie et la surcharge pondérale sont tout aussi précaires. De nombreuses actions sont déjà en cours dans tous les secteurs. Cependant, pour un meilleur impact, quelques défis majeurs méritent d'être relevés. Ce projet se veut novateur dans ce principe d'intervention basé sur la synergie dans l'action et la convergence vers les communautés avec un focus sur les 1000 premiers jours. Il contribuera à renforcer les interventions de nutrition et de développement de la petite enfance dans 14 régions administratives, considérées comme des zones à forte prévalence et à prévalence intermédiaire de malnutrition, selon le phasage du plan national multisectoriel de nutrition. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance est piloté par le Conseil national de nutrition pour un coût global de 32 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale. Et bientôt, la Côte d'Ivoire sera dotée d'une unité de fabrication de médicaments. L'accord a été paraphé récemment aux États-Unis d'Amérique entre l'Université de Commonwealth de Virginie et le ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Grâce à cet accord, la Côte d'Ivoire va développer des procédés de médicaments. Le pays pourra devenir autosuffisant en matière de soins de haute qualité et surtout à un coût abordable. Marie-Laure Ngoran était présente à la cérémonie de signature. Son témoignage. Une signature, un accord scellé pour booster la recherche, développer des procédés de médicaments en Côte d'Ivoire et parvenir à la création d'une unité de fabrication de médicaments. L'enjeu est important. Le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique conduit une forte délégation dans les locaux de Virginia Commonwealth University. Cette université publique de recherche scientifique située dans la ville de Richmond en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, collabore désormais avec l'État de Côte d'Ivoire. Cette expérience est vraiment la première expérience de transfert de technologie pour notre université. Pour nous, c'est important cette collaboration qui permettra aux deux parties, américaines et ivoiriennes, de contribuer à l'accès aux médicaments à moins de coûts pour les populations de Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de cette convention que nous venons de signer avec la Côte d'Ivoire. Notre institut, Médicaments pour tous, se mettra à la disposition des chercheurs ivoiriens en vue de les former, de renforcer leurs capacités pour arriver à fabriquer des médicaments en Côte d'Ivoire. C'est un projet majeur, un projet ambitieux que nous saluons pour un pays africain. L'Université du Commonwealth de Virginie, VCU, et le ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique font désormais route ensemble pour améliorer l'accès à des médicaments à un coût abordable. Nous sommes sur la voie, nous aussi, de fabriquer des médicaments génériques. Et pour le faire, il faut des partenaires techniques. D'ici 2 ans, nous aurons, avec nos chercheurs, prouvé pour le VIH, pour la tuberculose, pour le paludisme, mais également pour l'hépatite et d'autres maladies, que nous aurons trouvé des procédés qui nous permettent donc de fabriquer des médicaments à partir de la Côte d'Ivoire. L'Institut Medicine for All de VCU va donc créer un nouvel institut de recherche sur le campus de l'INPHB de Yamoussoukro. Un centre de recherche en développement de médicaments est aussi envisagé.
Ainsi, plusieurs scientifiques ivoiriens rejoindront l'équipe de l'Institut aux États-Unis d'Amérique pour être formés à partir de 2019. L'objectif final est de permettre à la Côte d'Ivoire de devenir autosuffisante en matière de soins de haute qualité et à un coût beaucoup plus réduit. Les acteurs ouest-africains de la filière mangue sont réunis ici à Abidjan. Ils ont entamé hier lundi une rencontre pour faire le bilan de la campagne 2017-2018. Mais si l'augmentation continue de la production est indéniable, la mouche des fruits, ce parasite qui mange la pulpe et détruit les récoltes, reste une grande préoccupation pour les producteurs de mangue. L'heure est donc à la mobilisation pour venir à bout du fléau. Le reportage de Lanciné Bakayoko. La mangue ouest-africaine est sous la menace des mouches de fruits. Ces asticots responsables des pourritures secondaires et des problèmes de conservation. Le plan d'action 2017-2018 mis en route par la CEDEAO a abouti à des réalisations pertinentes. L'une des réalisations majeures du plan d'action, c'est sans conteste l'émission effective des alertes par SMS, ce qui a permis d'orienter et de cibler la lutte en fonction des niveaux d'infestation et permet d'informer les services régaliens des États pour, par exemple, être informés sur l'ouverture ou la fermeture de la campagne mangue. Au niveau de la sous-région, la campagne mangue 2017-2018 a vu le recul du nombre des interceptions de mangue aux frontières de l'Europe. Ces interceptions sont tombées à 48, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2015. Cet atelier régional revêt pour nous un intérêt capital dans la mesure où il devra nous permettre de mesurer les impacts du projet sur la réduction du niveau de pullulation des mouches de fruits dans nos différents pays. Pour améliorer la compétitivité de la filière, la CEDEAO a initié le projet de soutien au plan régional de lutte et de contrôle des mouches de fruits, un plan de 15 milliards de francs CFA. Une ligne de financement de 76 millions a même été inscrite au budget 2017. Ce projet vient à point nommé pour consolider les efforts du gouvernement à travers le renforcement de la surveillance, le renforcement des capacités des acteurs, la diffusion des méthodes de lutte et une meilleure condition dans les pays bénéficiaires. En Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière mangue empochent 45 milliards annuellement. Quant aux 7000 producteurs villageois, leur part s'élève à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Allons-y à présent dans la Nawa où les nouveaux mécanismes de collecte de données sur les naissances et décès sont en phase de test. La région de la Nawa étant l'une des 3 du pays à être choisie pour abriter le projet pilote de promotion des nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et décès dans les délais. L'objectif de ces nouveaux mécanismes est de capter 98 à 100% des naissances et décès. Et le projet enregistre des succès. Hervé Blé est de retour de la Nawa, son reportage au cours de nos éditions. Renforcer les connaissances de base des gardes pénitentiaires en matière de droits de l'homme pour un meilleur exercice de leur métier, c'est un vœu cher au secrétariat du Conseil national de sécurité. C'est dans ce cadre d'ailleurs que 200 agents sont sensibilisés en ce moment à Abidjan sur les reproches qui leur sont faits dans leur gestion quotidienne des prisons. La présente session de renforcement de capacité vient donc pour rappeler aux gardes des prisons les règles de discipline et de déontologie à respecter dans des établissements pénitentiaires, civils, des corps militaires et paramilitaires. Walter Amadou Walter. Les prisonniers ont des droits. Droit à la sécurité, à la santé, à l'alimentation, au sport et aux visites. Selon des rapports de la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, ces droits énoncés sont souvent violés dans les prisons. Par exemple, certaines brutalités qui n'ont pas besoin d'être. Ces personnes usent souvent d'armes alors qu'il est interdit de faire usage de ces armes, sinon dans les cas extrêmes. C'est pour prendre en compte ces violations de droits que le secrétariat du Conseil national de sécurité, CNS, initie des sessions de renforcement des capacités des gardes pénitentiaires sur les droits de l'homme. Ces formations bénéficient de l'appui du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers la direction de l'administration pénitentiaire, la CNDHCI et en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les questions de droits des détenus, droits des femmes, des enfants, dans les maisons d'arrêt, etc. Donc c'est des questions importantes qui doivent pouvoir appliquer puisque ça fait partie des normes
au plan national, mais aussi au plan international. Même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui leur est reproché, l'administration et les gardes pénitentiaires saluent l'avènement des présentes sessions de formation. Les violations des droits de l'homme dans les prisons, j'en doute fort, mais toujours est-il que le besoin de formation de nos agents s'impose. 2 mois, c'est insuffisant pour une formation des agents qui travaillent en milieu carcéral. Parce que le milieu carcéral, c'est un lieu vraiment sensible. Il faut beaucoup pouvoir veiller sur eux. Donc vraiment, on a besoin d'apprendre plus. Avant les villes de l'intérieur du pays, 200 gardes pénitentiaires d'Abidjan et des localités environnantes bénéficient de cette première phase de renforcement de capacité. Les 2000 ex-combattants intégrés dans cette profession grâce au processus DDR en constituent la cible principale. Vous allez le voir en image, le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion des PME a procédé hier à la CGC à l'ouverture de la 11e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'événement se veut être la plus grande célébration de l'entrepreneuriat au monde et se tient pour cette année du 12 au 18 novembre. À travers cette semaine, le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME entend sensibiliser la population en général et en particulier les jeunes et les femmes sur les bénéfices de l'entrepreneuriat. L'objectif est donc d'éveiller en cette cible la fibre entrepreneuriale pour une participation plus accrue au développement économique du pays. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée, je le rappelle, dans plus de 160 pays du monde. Pour une meilleure gestion des finances publiques, la mise en place du contrôle interne et de l'audit interne au sein des administrations financières et économiques s'avère nécessaire. À cet effet, l'Inspection générale des finances organise un séminaire de 3 jours pour une sensibilisation autour du thème « L'implémentation du contrôle interne au sein du ministère de l'économie et des finances, du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État ». Les responsables et les inspecteurs généraux des 10 ministères sont appelés à s'approprier ces méthodes. Les précisions de Justine Seydjiké. Améliorer la transparence et l'efficacité des finances publiques, les responsables et les inspecteurs chargés de la gestion de l'économie et des finances sont exhortés dans ce sens. 3 jours de sensibilisation sur la mise en œuvre du contrôle interne et de l'audit interne au sein des administrations financières et économiques s'avèrent donc nécessaires. Conformément aux directives de l'UEMOA, le gouvernement a adopté un cadre global cohérent et unique de conduite et d'évaluation des réformes intitulé « Schéma directeur de réforme des finances publiques 2018-2020 ». Ce schéma s'articule autour de 8 axes, dont le 6e vise à améliorer la transparence et la gouvernance dans la gestion des ressources publiques en assurant l'efficacité des contrôles internes et externes. Au nombre de ces réformes à mettre en œuvre figure l'implémentation du contrôle interne dans l'administration publique et en particulier dans les administrations économiques et financières. La présente session de sensibilisation vise donc à vous rappeler les concepts fondamentaux du contrôle interne en vue d'un meilleur pilotage de vos activités au sein des structures dont vous avez la responsabilité. Il s'agit de renforcer les capacités des gestionnaires sur les concepts de contrôle interne, d'élaborer un cadre de référence de gestion des risques et de contrôle interne et de mettre à jour les cartographies des risques des directions générales. C'est un Ivoirien qui a remporté le prix Ivoire 2018 de la littérature africaine d'expression française. Il s'agit de l'écrivain Gauze. Il a reçu son prix ce samedi à Abidjan, ici même à Cocody. Un prix décerné par Aquaba Culture qui œuvre depuis plus de 10 ans à la promotion du livre et des écrivains africains. Le reportage de Pierre Tipomelin et Franck Quadio vous sera proposé prochainement. Refermons ce journal avec l'actualité internationale. Il aura vécu un peu moins de 24 heures. L'accord de Genève qui scellait une candidature commune de l'opposition en RDC. Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC ont retiré leur signature de l'accord. Un accord signé dimanche avec 5 autres leaders désignant Martin Fayoulou comme candidat commun à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le pouvoir n'aurait pas pu rêver mieux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre chaîne.